Bienvenue dans Kiffe ta diff, Noémie. Merci, merci à toi. Merci d'avoir répondu présente à l'invitation de Radio Arc-en-Ciel. Avec plaisir. Voilà, alors on est parti du constat à Radio Arc-en-Ciel que la différence est une richesse dont on doit vraiment se nourrir. Et du coup, pour ça, on s'est dit, quoi de mieux que d'inviter des gens qui la vivent au quotidien. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a toujours des histoires sur lesquelles on peut se baser pour en apprendre plus. Ouais. Et voilà, tous les vécus sont importants. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai aussi voulu continuer avec toi ce portrait. C'est un moyen de donner un espace d'expression pour tous ceux qui vivent cette différence au quotidien. Et ton exemple est particulièrement frappant. Tu es praticienne certifiée en intégration des réflexes archaïques. Ouais, c'est ça, exact. J'ai pris des notes. Hein. Ouais, c'est bien. Bravo. Mais tu es aussi maman de deux enfants. Oui. Et donc voilà, c'est cette ambivalence vie pro, vie perso qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui ensemble. Ouais, tout à fait. L'un de tes deux enfants est HP, donc haut potentiel intellectuel, TDAH ouais. et multidys. Oui. Et TSA. Ouais, trouble du spectre autistique. Voilà. Exact. Je me suis pas trompé ? Non, c'est bon. Ok. On a tout. On a tout. Et donc voilà, tu as fait une certification professionnelle pour exercer en cabinet. Mm-hmm. Avant de parler des aspects pratiques, j'aimerais revenir à l'humain. Ouais. Voilà. Quand est-ce que tu as découvert qu'un de tes enfants était neuroatypique ? Ça a été un long cheminement, en fait. Mm-hmm. Vraiment. Déjà petit, en fait, on voyait des retards sur il a marché tard, le retournement c'était compliqué, la position assise est venue tard aussi. Donc il y a des choses dans sa motricité qui venaient mais qui ont vraiment pris du temps. Et déjà là, moi je me posais des questions, donc du coup forcément j'en parlais au pédiatre qui me disait mais laissez-le prendre son temps. La maîtresse, oui, il est à la crèche encore, oui, laissez-le prendre son temps. Et en même temps, après, il y avait d'autres professionnels, comme par exemple l'éducatrice qui était à la crèche, qui me disait « Oui, écoutez, là, Léon, il est en dernière année de crèche, au niveau du langage, il parle toujours pas, c'est compliqué de le comprendre. » Donc, oui, on se pose des questions. Alors après, il y a des professionnels qui vous disent « Faut laisser prendre le temps » et d'autres qui vous disent « Faut peut-être se poser la question, quoi. » Et du coup, en tant que parent, c'est difficile parce que nous, on est pris entre deux feux. Ouais. Et on ne sait pas vers quoi aller, on ne sait pas qui aller voir, on ne sait pas à qui se fier aussi, parce que ton pédiatre, c'est un professionnel de la santé, donc il est censé pouvoir t'aiguiller, quoi. Voilà. Donc, je ne peux pas dire vraiment... Quand est-ce que j'ai compris qu'il y avait une différence ? Je pense que c'est petit à petit. Quand on a eu le premier diagnostic en fait sur la dysphasie et dyspraxie, donc trouble du langage et de la motricité, ok, là on a commencé à se dire effectivement mon enfant il a des difficultés. Seulement en fait moi je voyais vraiment qu'il n'y avait pas que ça. Donc on a continué, de là on est allé voir un neuropsy, où on a poussé un peu plus loin les examens justement, écarté les causes physiologiques. Et après, effectivement, on a le diagnostic du TDA, donc trouble du déficit de l'attention, sans hyperactivité. Okay. Et je voyais toujours qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'il y avait une certaine rigidité dans son mode de fonctionnement qui était là, vraiment, et des difficultés aussi dans la gestion des émotions, et ça, c'est vraiment typique, en fait, du trouble du spectre autistique. C'est d'avoir certaines rigidités dans son fonctionnement, et aussi, la gestion des émotions, c'est quelque chose que je retrouve tout le temps aussi, même dans les personnes que je vois en cabinet, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a une telle hypersensibilité que tout est amplifié, en fait. Que ce soit ce qu'on perçoit,
en tant qu'émotion, mais aussi en termes de stimuli, en fait. Par exemple, une lumière, une odeur, un tissu qui nous embête, tout est très très fort et très amplifié, en fait. D'où le fait que ce sont des enfants qui font des crises, entre guillemets. Mais c'est pas des crises, c'est pas des enfants tyrans, en fait. C'est parce qu'ils sont en souffrance, en fait. Ouais. Et je dirais que vraiment, là où on a compris qu'on était dans le monde du handicap, alors c'est le dossier MDPH. Ah oui, bah. Parce que là, ça te ramène vraiment à la réalité de se dire et puis... mon enfant est considéré comme handicapé. Et puis, je pense qu'il y a aussi tout ce parcours de la MDPH où tu dois constituer le dossier, tu dois te poser plein de questions. C'est ça. C'est une démarche administrative qui est très longue, donc je pense que tu as encore plus le temps de réaliser que du coup, c'est en train de se faire. Oui, et puis c'est surtout d'un point de vue de parent de se dire, mais en fait, mon enfant coche la case du handicap. Et ça nous a mis un coup, en fait. De se dire, aux yeux de la société, mon enfant, il est handicapé, quoi. Et en fait, on n'est pas préparé à ça. Ça paraît tout simple, ça a l'air juste administratif, mais aux yeux de la société, notre enfant est considéré comme ça, quoi. Ouais. Et là, ça change le regard, en fait. Et du coup, ça induit, en tant que parent, on se dit, ok, mine de rien, en fait, on projette l'avenir de notre enfant. On veut qu'il fasse des études, on veut qu'il ait un métier où il est bien, où il peut gagner sa vie correctement, voilà. Et là, en fait, ça met un coup d'arrêt à tout ça. Ouais. Je pense que tu rentres dans une phase où tu te dis, en fait, au final, je veux peut-être juste que mon enfant se sente bien et qu'on fasse le mieux pour qu'il puisse se sentir à l'aise. Oui, absolument. C'est une discussion, du coup. J'ai la chance, en fait, d'avoir un mari avec qui on discute beaucoup, en fait. Et ça nous aide aussi, parce que, honnêtement, c'est difficile, ce parcours-là. Mais c'est vrai que, du coup, quand on en a discuté, on s'est dit, au final, c'est quoi le plus important dans la vie pour être autonome ? Savoir écrire, lire, compter. Voilà. Donc, même si effectivement, notre fils, il n'a pas un cursus scolaire normal, il évolue, mais il évolue plus lentement que les autres. C'est pas grave. Le but, c'est on veut qu'il soit autonome, en fait. Ouais. Mais puis c'est même pas se dire qu'on compare forcément la performance, mais plutôt de se dire il évolue à son rythme aussi. Oui. Et c'est OK, en fait. Oui, et de revenir sur les choses essentielles, en fait, pour avoir sa place dans la société, en fait, tout simplement. C'est, mon enfant, il a besoin de quoi ? Vraiment, concrètement, là, maintenant. Voilà. Donc, tu reviens juste aux fondamentaux et tu essayes de faire en sorte que ça se passe bien et qu'il soit heureux, surtout. Malgré tout ça. Bah oui. Oui, c'est sûr. Parce que c'est quand même lourd aussi à porter quand c'est un handicap qui se déclare dès l'enfance. Voilà. Ouais, surtout qu'au début, quand il n'y a pas le diagnostic, aux yeux de l'entourage proche, ou même plus lointain, par exemple pour l'école, en fait, il y a beaucoup d'incompréhension et d'étiquettes du genre c'est un enfant tyran, il écoute pas, il est tout le temps dynamique, il est tout le temps excité. Sauf que, en fait, non. C'est juste qu'il a des troubles du neurodéveloppement et en fait, il fonctionne différemment. Et ça aussi, c'était difficile parce que tant qu'on n'avait pas de diagnostic, en fait, on ne pouvait que expliquer oui, alors il va falloir faire attention parce que ça, il n'aime pas ou ça risque de l'exciter. Donc, voilà, et après, il faut gérer. Des comportements en classe, par exemple. Exactement, on était tout le temps obligés de donner des indications. Tandis qu'à partir du moment où il y a eu un diagnostic, en fait, déjà, les professionnels et la famille se sont dit « Ah oui, en fait, il y avait une cause. Il y avait une cause à ce comportement. C'était pas de la mauvaise éducation. » Et je pense qu'il y a aussi une sorte de soulagement qui se crée chez vous, comme chez l'enfant aussi peut-être. Peut-être qu'il n'a pas encore réalisé. Mais en tout cas, pour vous, c'est sûr qu'il y a un soulagement, je pense, dans le sens où vous vous dites ça y est, c'est reconnu et on va peut-être pouvoir mettre en place des choses pour faciliter le quotidien. Absolument. Oui, tout à fait. C'est déjà reconnu, effectivement, comme dit, par les proches et puis par la société en général, parce qu'il y a un nom qui est posé et d'un point de vue médical, à la fin, ils ont compris, en fait,
que c'est son mode de fonctionnement. Voilà. Et puis il y a aussi Et qu'il va falloir faire un effort et comprendre comment il fonctionne. qu'il le fait pas exprès, je pense. Exactement. Exactement. Parce qu'on a tendance peut-être dans la sphère familiale aussi à remettre la faute sur l'enfant. Ouais. Mais ouais, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Et puis on a eu aussi des remarques, comme qu'on était des parents laxistes. Ça aussi, on l'a eu. Et du coup, c'est dur en tant que parent parce que, en fait, en tant que parent, je trouve que ce qui est très difficile dans tout ça, c'est qu'on fait une zone tampon. Nous, on est la zone tampon entre je protège mon enfant et je vois que les autres le comprennent pas et la société, en fait, et le regard de la société, le poids de la société, c'est super dur. Parce que en fait, la société n'est pas du tout aussi informée vraiment sur ces troubles-là. Alors, on commence à en parler un peu de plus en plus, mais alors surtout l'autisme. Quand je dis que mon fils il est autiste, je me souviens, ma boulangère, elle m'a dit: ah bon, mais on dirait pas qu'il est autiste, il parle à tout le monde. Je dis: bah oui, mais l'autisme c'est pas... C'est un spectre. Il y a plusieurs formes. Oui, c'est un spectre. Voilà, c'est pas Rainbow, il n'y a pas que ça. Donc, mais du coup, ça fait aussi un peu le lien. Toi, quels ont été tes premiers outils? Est-ce que tu as pu être accompagné assez rapidement ou est-ce que c'était l'errance médicale et même au niveau soutien émotionnel? Comment est-ce que tu as géré tout ça? J'ai géré toute seule. Ouais. Enfin, dans la sphère familiale, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, avec mon mari, on a géré tout seul. Pourquoi ? Parce que autant, effectivement, il y a des accompagnements qui sont mis en place pour l'enfant, pour son développement au niveau des apprentissages. Donc, évidemment, tout ce qui est psychomote, orthophoniste, etc. Mais pour tout le reste, en fait, les parents sont complètement livrés à eux-mêmes, quoi. Moi, j'ai dû tout chercher toute seule. Je me suis énormément documentée. Alors, après, comme j'ai un parcours dans le paramédical, je sais où trouver les sources, en fait. Donc, voilà, je me suis beaucoup documentée, effectivement, et pour aider mon enfant au niveau des apprentissages, parce que, par exemple, il a un gros problème en logico-mathématiques. Tout ce qui est abstrait, pour lui, est difficilement compréhensible. Voilà. Donc, on est obligé de tout remettre dans du concret. Alors, pour les concepts mathématiques, tu peux t'accrocher pour trouver des trucs. Je me dis, même au collège, ça risque d'être compliqué. Donc, à partir du moment où on met déjà des lettres, moi, dans les fonctions, ça m'a perdu. Alors, j'imagine même pas... Genre, par exemple, là, mon fils, il a un gros problème sur le concept des dizaines et des unités. Alors du coup, effectivement, on a travaillé avec les cubes Montessori. J'ai testé plein de trucs, plein de trucs. Je suis allée même voir sur l'enseignement des mathématiques en Asie, en fait, où ils utilisent un système de boulier particulier qui est le Soroban. Pareil, où j'ai vraiment cherché plein de trucs. Pour l'aider à visualiser. Voilà. Ouais, et puis de passer par la manipulation, en fait, parce qu'il a besoin de passer par la manipulation pour comprendre. Donc voilà, donc petit à petit on y rentre, mais tout ça pour dire que oui, le parent il est tout seul en fait. Et c'est pour ça aussi que moi, du coup, j'ai voulu, que je suis en train d'écrire un livre sur cette période-là entre, oui, mon enfant a des difficultés, la maîtresse me dit qu'il a des difficultés, mais je sais pas qui aller voir à part l'orthophoniste. Or, ça arrive que parfois, il ne faut pas forcément aller voir de suite l'orthophoniste. Ça peut se jouer à la motricité d'abord, avant le langage. Ouais, même au réflexe. Tu peux déjà travailler sur les réflexes archaïques aussi. Déjà en amont, ça va aider déjà ton enfant, en fait. Et de manière immédiate, quoi, enfin, de suite. Et en plus de ça, parce que bien sûr, évidemment, les délais en plus chez les orthophonistes, ça peut être assez long, quoi. Et du coup, c'est pour ça que moi, je suis en train d'écrire ce livre pour accompagner les parents dans tout ça, mais que du coup, j'ai mis en place justement de la guidance parentale pour apporter des outils à la maison, de la psychoéducation en fait, expliquer les troubles aux parents, parce que quand ils ont les diagnostics, souvent, le professionnel leur explique pas en fait concrètement comment le trouble se traduit au quotidien. Que si ton enfant, tu lui dis une consigne et que 2 secondes après, il est déjà parti sur autre chose et qu'il a complètement oublié la consigne que tu lui as donnée, c'est normal, en fait, parce que son cerveau fonctionne comme ça. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Le professionnel, il l'aiguille pas sur ça.
D'où le fait que moi, j'ai tellement cherché de solutions, testé des choses à la maison, mis en place, vu des choses qui fonctionnaient, que du coup, j'avais envie de partager ça aux autres parents pour qu'ils arrêtent de galérer tout seuls, quoi, en fait. Et peut-être un peu, du coup, justement, ce serait peut-être un conseil à donner, truc tout simple, tout bête à mettre en place, par exemple, au quotidien. Qu'est-ce que ça pourrait être Je dirais avant tout de privilégier des supports visuels pour l'autonomie, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé. Après, il faut pas croire que ça fait tout le taf. Ouais. Hein, on est d'accord. Ton enfant, il va peut-être quand même oublier des trucs. Mais concrètement, ça veut dire genre mettre une pancarte sur la porte. Alors, par exemple, ou même si c'est lire. Mais je dirais vraiment pour faciliter, moi j'utilise énormément les pictogrammes. Voilà. Par exemple, j'en avais marre que mes enfants, quand ils rentrent de l'école, ils jettent leur sac, ils jettent leurs chaussures, ils jettent la veste et rien n'était rangé. Voilà. Ça se comprend. Voilà. Ça se vit en plus dans toutes les familles, je pense. N'est-ce pas? Parce que c'est très récurrent comme problème. Et donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis 3 pictogrammes. Donc quand je rentre, j'enlève ma veste, je range mes chaussures et je vais me laver les mains. Ah oui, parce lavage que des mains, souvent, très important. Cette partie, elle est chantée. Hein. Oui. Puis comme mon fils, il adore gratter la terre, jouer avec les bâtons, donc il revient toujours sale. Donc, bon, ça, c'est pas un problème. Oui. Mais les mains sont aussi sales. Donc maintenant, en fait, le fait que ce soit visuel, il le voit. Alors évidemment, ça arrive des soirs où ça passe au-dessus. Mais dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je dis « Ah, venez voir là, il y a quoi là ?» Mais j'ai pas besoin de rappeler les consignes. Ouais. Ils voient, ils font, en fait. Pourquoi ? Parce que dans ces troubles-là, souvent que ce soit les troubles 10, le TDAH, le spectre autistique, ou même quand on est HPI, en fait, le traitement de l'information, en fait, est mal décrypté. Ce qui fait que, souvent, quand on donne 2 consignes dans une seule phrase, l'enfant va retenir la dernière consigne et va oublier déjà la première. Ouais. Voilà. Et puis, c'est même pas sûr que la deuxième soit comprise. Enfin, il y a l'émetteur, le récepteur, et au milieu, ça fait des vagues. Quoi, exactement. Exactement. Ouais. Tandis que, du coup, s'appuyer sur des supports visuels, c'est ça qui va vraiment les aider. Et ça, moi, je l'applique dans tout, que ce soit dans les tâches pour la maison, que ce soit le matin pour tout le... La préparation avant l'école. J'allais dire le protocole. Des fois, il faut que ce soit militaire. La routine du matin, quoi. Se brosser les dents, enlever son pyjama, le ranger, s'habiller. Et pareil, pour s'habiller, mon fils, il a carrément... Je commence par la culotte, ensuite les chaussettes, ensuite le pantalon, voilà. Il a besoin de décortiquer tout ça, en fait. De repères aussi, je pense. Ouais. Oui, parce que en fait, pour instaurer une habitude, c'est la routine qui va faire que ça va devenir une habitude. En fait, ce qui nous paraît, nous, normal et inné, de se dire, mais oui, mais c'est logique, en fait, quand tu t'habilles, tu commences comme ça. En fait, il faut comprendre que pour eux, c'est pas logique. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut l'instaurer comme une routine. Et donc, pour l'instaurer comme une routine, comme une habitude, il faut mettre en place des supports. Et c'est la répétition qui va faire que petit à petit, ça va devenir une habitude. Voilà. Et ça, par exemple, c'est des parents qui ne comprennent pas. Ils disent, mais oui, mais c'est logique. Non, mais pour lui, c'est pas logique. Et je pense, du coup, oui, tu viens de traduire, en fait, que quand il y a des enfants, notamment neuroatypiques, des fois, des enfants neurotypiques, c'est aussi le cas, mais je pense qu'il faut être un parent super-héros de l'organisation. Ouais. Avoir aussi un chapeau magique avec plein de ressources à appliquer. Alors, mon mari te dirait que je suis très mauvaise en organisation. D'accord. Et pourtant,
Et pourtant, étrangement, dans mon travail, j'ai toujours été ultra organisée. Et à la maison, c'est un peu plus... Folklorique. Ouais. Voilà. Mais je pense parce que je compense. Mais ouais, dans tous les cas, il faut quand même qu'il y ait une structure, quoi. Exactement, ouais. Ça, par contre, oui, tu es obligé d'avoir une structure parce que c'est la structure qui va rassurer ton enfant. Ouais. Et le fait d'avoir des... Tu vois, par exemple, ce qui était vraiment... Ce qui, moi, m'a perturbée, moi, j'ai jamais été élevée à manger à des horaires fixes. Voilà. Et depuis qu'on a eu notre fils, on a été obligés de manger à des horaires fixes. Ça l'aide, en tout cas. Ouais, ça l'aide. Ça l'aide et en fait, on sentait que pour lui, c'était une nécessité, que ça le rassurait et qu'il avait besoin d'avoir ce repère-là, en fait. C'est vrai que c'est un changement d'habitude, en fait. T'es obligé d'adapter. Et ça a été, je pense, difficile aussi pour moi parce que avant d'avoir des enfants, je disais toujours, mon enfant va s'habituer à mon mode de rythme. En fait, c'est tout l'inverse qui s'est passé. À mon mode de vie. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse où en fait, petit à petit, tu t'es rendu compte, pendant longtemps, les trajets de plus de 4 heures, c'était impossible. Bon, après, voilà, c'est des choses aussi que tu apprends malheureusement presque, j'ai envie de dire, sur le dur, quoi. C'est quand tu y es que tu te rends compte des choses à mettre en place ou à modifier. Ou aussi, alors ça, c'était... on a eu la bonne idée de partir une semaine en vacances à Amsterdam quand il avait à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et c'était juste la période où il commençait vraiment à marcher. Donc, du coup, il voulait plus rester dans la poussette et tout. Et moi, comme j'avais fait des études en histoire de l'art, j'aime beaucoup la peinture. J'avais pris des billets pour le Rijksmuseum en coupe-fil en plus. Pour vraiment pouvoir aller voir les toiles que je voulais voir depuis longtemps. On est rentrés. Et en fait, au bout de 20 minutes, on s'est fait éjecter du musée par les surveillants parce qu'en fait lui il avait décidé que ça l'énervait, qu'il voulait courir partout et toucher à tout. Donc on lui disait non, donc il s'énervait, il faisait trop de bruit. Et puis les gardiens de musée ils aiment pas quand il y a du bruit et tout. Oui. C'est déjà un gros musée en plus. Voilà, donc on nous a gentiment demandé d'aller à la sortie au bout de 20 minutes. Voilà. Ouais. On a parlé de toutes ces capacités d'adaptation, des stratagèmes à mettre en place, des anecdotes du quotidien, mais s'il y avait quand même des qualités et des forces que tu devrais retenir chez tes enfants, je sais pas, je pense par exemple à la résilience ou... Je trouve qu'en fait, pour moi, c'est des êtres extraordinaires. Parce qu'ils ont une sensibilité qui est vraiment très importante et qui est très belle, en fait. Ils ont tous souvent un attrait pour quelque chose de très particulier, en fait. Et je vois mon fils, il adore tout ce qui est animaux ou tout ce qui est en lien avec l'espace, les planètes, les constellations, tout ça. Et de le voir s'émerveiller comme ça de choses vraiment très particulières, je me dis waouh, c'est beau, je trouve. C'est beau de voir cette candeur-là et de se dire que malgré toutes ces difficultés, il est heureux et puis il fait son chemin, quoi. Et puis ça reste un enfant qui s'émerveille, quoi. Voilà. Ouais. C'est réussir à passer outre ces problèmes. Exactement. Ouais. Tout à fait. Super. Et du coup, autre chose que je voulais aborder dans le podcast, c'est comment ça se passe à l'école. Parce que c'est vrai que quand tu as des enfants en situation de handicap ou avec des troubles, le système scolaire n'est pas forcément fait pour ces enfants-là. Il faut trouver des solutions. Ouais. Voilà. Donc, peut-être rapidement, il était dans une école du coup maternelle, il me semble. L'école maternelle. Il avait une AESH. Oui, il a redoublé la grande section où on a pu... en fait, déjà, entre le moment où la MDPH te donne l'accord pour avoir une AESH, donc une personne qui est validée. Alors, pareil, ça, personne ne te le dit, mais
en fait, tu as des AESH qui sont individuels, où elle va accompagner vraiment que cet enfant-là, et d'autres qui sont mutualisés. Mm. Donc, ils vont accompagner 2, voire 3 enfants. Voilà. Et ça, on ne savait pas que ça existait, en fait. Après, j'ai envie de dire, c'est mieux que rien, parce que ça peut effectivement soulager un peu la maîtresse, mais c'est sûr que le système actuel ne suffit pas. Et que en plus, les AESH, de 1, il n'y en a pas suffisamment. De 2, je pense qu'il n'y a pas de budget pour en avoir plus. Et de 3, elles sont très mal payées. Ouais. Alors que, en fait... Puis le 2 et le 3 vont ensemble, je pense. S'il n'y a pas de budget, du coup, elles sont forcément mal payées. Elles sont mal payées, mais c'est surtout que il n'y a pas de poste, en fait. Moi, j'ai des retours sur des départements où, en fait, ils ont licencié une dizaine d'AESH. Donc, alors qu'on est en pénurie et qu'il y a plein de familles qui attendent. C'est là où on se dit, il y a un problème, quoi. Il y a un gros problème. Donc oui, effectivement, il a redoublé sa grande section avec l'AESH parce que, évidemment, la dyspraxie fait que, du coup, il voulait même plus tenir un crayon. Donc, comment tu veux travailler l'écriture s'il veut même pas écrire et tenir un crayon, quoi. Donc, il a fallu un petit peu réintroduire ça. Et ensuite, on a de suite postulé pour qu'il rentre dans une ITEP. Donc, c'est une école qui est vraiment orientée sur des enfants qui ont des troubles du langage, où c'est des petites structures, petites classes, avec l'enseignant qui est formé sur les troubles et où tu as des professionnels qui font les suivis en interne. Tout ce qui est psychomote, ergo, orthophoniste, psychologue, etc. Donc, c'est-à-dire que tu as la classe spécialisée avec donc, un petit groupe et en plus une structure tout est dedans. Paramédicale Exactement. Qui peut les accompagner. Oui. Je pense que ça peut aussi aider les parents à éviter de courir chez tel ou tel spécialiste à une demi-heure de l'école, par exemple. C'est ça. Oui, parce que nous, Léon, il avait quand même 2 rendez-vous d'orthophoniste par semaine, plus encore la psychomote, donc ça fait 3 rendez-vous par semaine, sachant qu'évidemment, c'est toujours sur le temps scolaire. Donc, ça veut dire aussi que moi, mon mari d'abord est passé à 80%, puis ensuite c'est moi qui ai pris le 80%, parce que t'es obligé de t'adapter, quoi, t'as pas le choix. Donc oui, ça a une répercussion aussi sur l'aspect professionnel, on va pas se mentir. Et sur l'aspect financier aussi, puisque... Qui dit 80% des deux côtés dit forcément moins de... Ouais, mais aussi sans compter que t'as pas de prise en charge forcément. T'as juste l'orthophoniste qui est prise en charge, mais pas le reste. Voilà. Et puis aussi, peut-être un impact qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la vie de couple, je pense. Ouais, tout à fait. La vie de couple et la fratrie. La vie de couple, oui, parce que... Alors, comme je le disais, moi j'ai la chance d'avoir un mari qui est très investi. Parce que comme dit, c'est lui qui a d'abord appris le 80%, qui l'a emmené au rendez-vous et tout. Mais il y en a beaucoup dans des familles où c'est pas le cas. Où c'est pas le cas, où c'est systématiquement la maman qui s'occupe d'emmener au rendez-vous, la maman qui s'occupe de gérer les dossiers. Parce qu'il faut pas se mentir, le dossier MDPH, c'est 15 pages. Voilà. Et que tu le fais pas une fois, tu le fais à peu près tous les ans. Même si là, ils sont en train d'essayer de revoir leur mode de fonctionnement. Ouais. Pour en revenir à ton couple, tu parlais tout à l'heure de communication. Et je pense que c'est effectivement une chose sur laquelle il faut revenir. C'est que déjà... un couple avec des enfants neurotypiques ou même sans enfants, déjà il faut déjà avec simplement des enfants. Voilà. Mais là d'autant plus, je pense. Et du coup, est-ce que il y a vous prenez par exemple des moments exprès pour communiquer? Comment est-ce que ça se passe? Non. Alors j'avoue, non, on n'a pas de moment particulier. Par contre, tu vois, par exemple, lui il me disait les rendez-vous médicaux pour lui c'est quelque chose qui a toujours été difficile. De par son histoire. Donc du coup, il m'a dit, écoute, si ça te dérange pas, moi j'ai pas trop envie de venir aux rendez-vous médicaux.
Alors je lui ai dit OK, je dis par contre quand il y aura des rendez-vous importants, ce serait bien que tu sois là. Il me dit oui, OK. Voilà. Donc par exemple, quand on a eu le diagnostic sur l'autisme, là je lui ai dit écoute, là je veux que tu viennes parce que c'est important et même si on s'en doutait et que, enfin moi ça faisait 1 an et demi que je m'en doutais, que je le préparais aussi psychologiquement. Ouais. Donc c'était pas une surprise, mais ça fait toujours quelque chose au cœur quand c'est quelqu'un d'extérieur qui te le dit. Et puis des fois, en plus, Voilà. les spécialistes médicaux n'ont pas forcément le tact aussi pour l'annoncer. C'est vrai. Donc il faut Quoique faut se nous, préparer on à a ça eu de la chance quand même. À ce niveau-là, on est toujours tombé sur des personnes qui ont été quand même très bienveillantes et qui sont venues. Mais oui, j'ai eu des retours de maman où ça n'a pas été comme ça. Ouais, non, puis même moi personnellement, il suffit juste d'être quand t'es opéré et t'as le chirurgien qui va te dire bon bah du coup voilà, moi à l'époque j'avais 12 ans quand je me suis fait opérer et le chirurgien m'a regardé entre 4G, il m'a dit bon bah voilà, en fait on va te faire ça, on va te scier l'os du tibia pour te le remettre dans l'axe et je me suis un peu mis à pleurer quoi. Bah oui. Donc parce que c'est violent à encaisser. Bah oui. Donc c'est bien qu'il ait été là, que ton mari ait répondu présent pour les rendez-vous importants parce que émotionnellement c'est pas toujours facile. Ou non. Et puis mine de rien, ça. Alors sur le coup, j'arrive facilement à gérer. Et puis en plus de ça, comme j'ai la double casquette aussi de professionnel, donc j'aime bien poser des questions et comprendre aussi. Et j'ai besoin de ça. Mais il y a toujours le contre-coup de l'après-rendez-vous, où après, je fonds en larmes. Dans la voiture, ou quand on rentre à la maison et que mon fils est occupé, où là, il y a tout qui descend, quoi. Ouais. Parce que ça te renvoie toujours à « ouais, mon fils, il a du handicap, et comment je vais faire pour assurer son avenir ? Comment je vais pouvoir l'accompagner pour qu'il soit autonome ?» En fait. Parce que ça te renvoie toujours à cette difficulté-là, il y a des choses pragmatiques, en fait. Ouais. Donc oui, donc c'est pour ça. Après, on n'a pas de moment particulier, mais c'est vrai que le soir, et quand on n'est que tous les deux, parce que je refuse qu'on discute de ça devant notre fils, parce que je trouve que déjà, à chaque fois, quand je l'amène à des rendez-vous, à chaque fois, je suis obligée de dénoncer toutes les difficultés, et je me dis, mais le pauvre, à chaque fois qu'on l'emmène à des rendez-vous, il entend toujours des trucs négatifs sur lui, quoi. Et ça aussi, ça me rend dingue que les professionnels ne se rendent pas compte. Ouais. Donc du coup, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Donc j'ai écrit un document. Parce que comme je voyais que de toute façon, je répétais toujours les mêmes choses. Historique, nanana. Donc du coup, j'ai écrit un document. Comme ça, ils le lisent. Et ensuite, on peut évoquer... sans forcément rentrer trop dans les détails par rapport à Léon. Ouais, c'est ça. Parce que moi, ça me rend dingue. Je me dis, mais punaise, au quotidien, je suis en train de renforcer la confiance de mon fils pour que malgré sa différence, qu'il se sente quand même fort, qu'il sente qu'il a quand même des capacités, des choses dans lesquelles il excelle. Et à chaque fois, bim. Enfin, ces rendez-vous-là, je me dis, punaise. Et ça, les professionnels, ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Mais c'est aussi là, c'est aussi pour ça que tu es là avec les réflexes archaïques, mais pas uniquement, aussi en guidance parentale. Exactement. Je pense que c'est aussi le moment qu'on me parle de ta partie pro, du coup. Ouais. Bon, c'était super qu'on puisse comprendre le contexte et puis toutes les difficultés que tu as traversées avec cette différence. Mais tu as choisi, du coup, de transformer cette différence en force et aussi pour pouvoir transmettre. Voilà. Comment ça t'est venu ? Comment est-ce que tu as découvert les réflexes archaïques ? Comment est-ce que tu es tombée dedans ? Comment je suis tombée dedans ? Dans un grand moment de désespoir. Parce que pendant longtemps, j'ai pratiqué du hockey subaquatique à Strasbourg. Ok. Et en fait, j'avais une copine ostéo qui en faisait aussi.
Et je sais plus, dans le vestiaire, à la fin de l'entraînement, on discute et tout, et d'un coup, je fonds en larmes parce que, émotionnellement, j'en pouvais plus. C'était une période où, avec Léon, ça faisait 3 mois que c'était compliqué, qu'il était tout le temps nerveux, qu'il nous faisait des crises souvent à la maison pour un rien, en fait. Et elle, comme elle a l'habitude de travailler avec du public polyhandicapé, elle me dit: «Mais t'as regardé au niveau des réflexes archaïques?» Et moi, je lui dis: «Mais de quoi tu me parles?» Et je pense que c'est aussi un peu ce qu'on se pose comme question Voilà, quand on entend le mot qu'est-ce pour la que première fois. c'est que ce truc barbare? Donc forcément, vu mon parcours scientifique, je vais faire des recherches. Je veux voir si c'est du fake ou pas, tu vois? Et en fait, c'est très drôle parce que, donc elle m'explique un petit peu et tout. Je dis: «Ouais, c'est bizarre quand même ce truc, hein», donc je suis quand même allée me documenter avant et tout. Et j'ai vu des vidéos, et quand j'ai lu des trucs, j'ai eu, des illuminations. Mmh. J'ai compris, par exemple, pourquoi mon fils avait du mal à se retourner, à passer du retournement quand il était bébé, du dos sur le ventre et du ventre sur le dos. Pourquoi, le 4 pattes, il en a jamais trop fait. Pourquoi il est rentré tard dans la marche, en fait. Et je dis: mais oui, c'est plein de petits trucs comme ça que je percevais dans son évolution, dans son développement moteur. Et là, j'ai eu des réponses. Je dis: «Oui, mais ça me parle, en fait». Donc du coup, je suis allée prendre rendez-vous et je dis: «De toute façon, désespérée comme on est, hein, tant pis, j'aurais perdu 50 balles, mais tant Oui. pis, hein». Ouais. Donc on y va. Il vaut mieux 50 balles qu'une Voilà. détresse émotionnelle. C'est ça. Mm. Et en fait, oui, ça a été une révélation. Mm. Parce que, et à chaque fois qu'elle me posait des questions et elle me disait: «Oui, est-ce que votre enfant, il balance des pieds sous la table?» Oui, effectivement. «Et est-ce qu'il fait souvent tomber des choses par terre?» Oui, c'est vrai. «Et est-ce qu'il fait, comment ça se passe l'apprentissage du vélo?» Effectivement, c'est compliqué. Voilà. Et je dis: «Mais comment c'est possible qu'elle sache ça? C'est pas possible». Elle me suit derrière Ouais, dans la rue. Non, mais c'était fou, quoi, parce que effectivement. Et ensuite, elle m'a un petit peu expliqué. Et donc, mon fils a commencé un suivi et j'avais exprès rien dit à l'orthophoniste et rien dit à la psychomote. Et nous, déjà, au bout de 2-3 mois, on voyait déjà de l'évolution. À table, il était un petit peu plus posé, il était moins nerveux, il faisait moins tomber ses couverts par terre. Enfin, on pouvait avoir un repas plus ou moins correct et normal, en fait, sans qu'on s'énerve. Et pareil, je me souviens toujours de l'orthophoniste. Elle me dit: «Oh là là, mais en ce moment, Léon, c'est fou au niveau du langage, il y a des trucs qui se débloquent». Et donc je dis: «Bah oui, effectivement, on a commencé un suivi en réflexe archaïque». «Ah oui, mais qu'est-ce que c'est?» Alors j'en ai entendu parler, mais je connais pas trop, donc je lui explique tout ça. L'orthophoniste, pareil, la psychomote, pareil. «Ah, c'est super, Léon, il a vraiment gagné en équilibre, là, en ce moment, on arrive à faire des super trucs». Et donc, à partir de là, moi, j'ai commencé à un peu me former. Parce que je voulais un peu renforcer ça à la maison. Et que je voyais que ma fille, qui est plus petite, alors elle, pour d'autres choses, parce qu'elle est vraiment hypersensible, je pouvais aussi travailler ça avec elle. Ouais. Donc du coup, j'ai un peu commencé à me former, mais je travaillais encore. Voilà. C'était plus pour ça. Et puis, au final, il s'est avéré que du coup, j'arrête mon travail. Et en fait, je me suis dit: bon, en fait, je veux quoi? Moi, je veux vraiment me sentir utile. Je veux accompagner les autres, en fait. Et je sais pas, je saurais pas te dire pourquoi ni comment, mais c'est venu tout seul. Je dis: mais en fait, moi, je veux faire ça. Je veux aider les autres. J'ai vu que tout ce que j'ai mis en place, et puis je me souviens qu'une de mes meilleures amies, elle voyait souvent, j'avais mis en place, quand mon fils rentrait dans la lecture, j'avais mis au sol, dans notre couloir, des lettres, pour qu'il apprenne les lettres, mais en sautant, en fait, toujours dans le mouvement. Et elle me dit: mais punaise, mais avec tout ce que tu mets en place, elle me dit: mais tu te rends pas compte le savoir que c'est?
Je dis, mais non, c'est pas du savoir, enfin, j'aide mon enfant, quoi. C'est tout. J'essaye de trouver des solutions. Elle me dit, non, mais tu te rends pas compte, vraiment. Et j'ai pas compris à ce moment-là quand elle m'a dit ça. Et quand je me suis retrouvée dans cette période-là, je me dis, mais oui, en fait, c'est vrai, tout ce que j'ai mis en place, je me rends compte que c'est des méthodes issues, par exemple, du protocole Barclay qu'on préconise pour les enfants TDAH. C'est des choses qui viennent de la psychoéducation. Mais ça, moi, je l'ai fait de manière pas innée, mais... sans avoir vu une formation, sans avoir suivi une formation d'abord. C'était toi instinctivement. Alors après, j'ai beaucoup lu. Je me suis beaucoup documentée. J'ai acheté énormément de livres sur tous ces domaines-là. Ça vient pas du chapeau. Mais et c'est sourcé. Mais du coup, et c'est de là qu'en fait, je me suis dit, mais oui, mais en fait, avec tout ce que j'ai mis en place, tout ce bagage-là, en fait, je peux accompagner les autres parents. En réflexe archaïque, donc. Ouais, réflexe archaïque. Du coup, c'est là où on va un peu entrer dans le dur, je pense. Tous ceux qui n'aiment pas trop le charabia scientifique peuvent peut-être passer à 5 minutes plus tard. Mais voilà, qu'est-ce que c'est concrètement les réflexes archaïques ? Alors, les réflexes archaïques, en fait, ce sont des réflexes. Alors déjà, il y a plusieurs nominations. En fait. On peut dire réflexe archaïque, réflexe primitif, réflexes primordiaux aussi, ou néonataux. C'est la même chose. Voilà. En fait, ces réflexes archaïques, ils émergent déjà in utero, donc quand on est dans le ventre de la maman. Le premier, il arrive déjà à 5 semaines de grossesse. Donc ça veut dire que tout ce qui peut survenir en tant que physique ou émotionnel chez la maman peut avoir un impact sur ces réflexes. Ces réflexes, ils vont précisément s'activer durant l'accouchement. C'est-à-dire que, par exemple, lors des contractions durant l'accouchement, la contraction va émettre une vibration dans le dos de l'enfant. Et il faut savoir qu'il y a 2 réflexes qui sont en lien avec le dos. Donc quand tu vas toucher le dos, ça va activer ces réflexes. Ça veut dire que l'enfant va faire un mouvement incontrôlé. D'accord ? Et donc, dans l'accouchement, quand tu as cette vibration qui vient dans le dos, l'enfant va faire que justement, il va se tortiller de droite à gauche comme ça. Voilà. Et ça va l'aider à descendre dans le canal utérin pour justement après l'expulsion. Voilà. Okay. Donc, à ce moment-là de l'accouchement, tu as une vingtaine de réflexes qui s'activent. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont faire que le bébé va faire des mouvements comme ça incontrôlés pour l'aider à l'expulsion. Voilà. Et donc, ces réflexes, ils vont petit à petit, une fois que le bébé il est né, ils vont petit à petit s'inhiber entre 0 et 1 an, grosso modo. C'est-à-dire que le cerveau va apprendre à les contrôler. D'accord ? C'est-à-dire que quand tu as, par exemple, un réflexe qui est encore actif, qui est très en lien, par exemple, avec les troubles, les problèmes d'écriture et de lecture. Quand tu vas tourner la tête à gauche, tu as ton bras gauche et ta jambe gauche qui se mettent en extension. Instinctivement. Instinctivement, ouais. C'est quelque chose que tu ne contrôles pas, d'accord ? Et le côté opposé, le côté droit, se met en flexion, d'accord ? Donc, tu es comme ça. Voilà. Et inversement, si tu changes de côté, hop, ça va faire la même chose, d'accord ? Donc, le cerveau va apprendre à contrôler, c'est-à-dire qu'après, tu vas être capable de tourner la tête sans que ton bras y vienne avec. Là, tu vois, mon réflexe, il est contrôlé, il est inhibé. Voilà. Et par exemple, donc, quand ce réflexe n'est pas contrôlé par le cerveau, l'apprentissage du vélo peut être compliqué. Parce que ça va être des enfants qui vont être sur le vélo comme ça, ils vont tourner la tête et qu'est-ce qui se passe ? Hop, le guidon, il tourne. Ouais. Voilà, par exemple. Ou quand tu roules, tu es avec ton volant, tu tournes la tête, en fait, tu as ton volant qui tourne avec. D'accord. Ça aussi, c'est parce que ton réflexe est encore présent. Voilà. Ouais. Et donc... On vient recalibrer, en fait, tout ça. On vient reprogrammer ton cerveau. Ouais, parce qu'en fait, ça, c'est ton cerveau qui gère ça,
qui gère le système nerveux. On est vraiment sur le système nerveux et le fonctionnement du cerveau. Donc ça va toucher au sensoriel, Oui. au cognitif, enfin c'est un peu... Voilà. Les réflexes, ils viennent dans 3 sphères. Dans tout ce qui est postural, motricité par exemple, ça va être problème d'équilibre, des douleurs chroniques persistantes, par exemple aussi toutes les personnes qui ont du bruxisme, tu sais, qui serrent des dents très fort. Oui, je connais. Ah ben voilà. Ça va être donc sur cette sphère-là. Ensuite, tu as donc motricité fine et globale, hein, évidemment. Ensuite, tu as la sphère émotionnelle. Ouais. Donc tout ce qui est gestion des émotions. Confiance en soi, le fait aussi d'être endurant à l'effort ou pas, de s'en mettre des limites ou pas. La force aussi peut-être mentale. Enfin, Ouais, exactement. Même aussi l'addiction, les différentes addictions affectives ou autres addictions aussi. Hein. C'est carrément en lien avec tout ça, tout à fait. Et aussi l'aspect cognitif. La sphère cognitive, donc ça va être en lien avec tout ce qui est difficulté des apprentissages, les troubles du neurodéveloppement, la difficulté dans l'espace, à visualiser la 3D, à faire du rythme, par exemple aussi. D'accord. Voilà. Donc il y a cognitif, émotionnel et postural. Ouais. Ok. Exactement. C'est les 3 sphères sur lesquelles tu agis quand tu as du coup. Quand on travaille les réflexes. Avec ta clientèle. Tout à fait. Ouais. Ok. Et question plutôt générale sur la vie du cabinet. Quelle clientèle vient te voir? Parce qu'on a parlé beaucoup des familles et tout, mais est-ce que c'est uniquement eux ou... Alors non, j'ai de tout. Alors j'ai beaucoup d'enfants puisque effectivement. Très souvent, ils rentrent en école élémentaire où là, on commence vraiment à leur demander justement, aller beaucoup les solliciter pour les apprentissages, où il y a des difficultés qui apparaissent. Par exemple, trouble de la concentration. Ça aussi, on peut vraiment travailler sur les réflexes. Et du coup, j'ai beaucoup d'enfants. Effectivement, j'ai beaucoup d'enfants diagnostiqués ou pas forcément diagnostiqués. Attention. Voilà. Bon, après, c'est aussi toi, en cabinet, qui va pouvoir commencer à dire tiens, allez peut-être voir de ce côté-là. Ah ouais, complètement. Voilà. Complètement, parce que comme du coup, je me suis formée sur les troubles du neurodéveloppement. Alors attention, je ne suis pas du tout habilitée à émettre des diagnostics. Je laisse ça vraiment aux professionnels compétents dans ce domaine-là. Mais tu as une fonction de conseil en tout cas. Ouais. Ça m'arrive régulièrement d'orienter vers des professionnels parce que du coup je leur dis écoutez, là moi je me pose quand même des questions. Après c'est toujours aussi effectivement j'essaye de sonder avec la famille, voir qu'est-ce qu'elle ressent, est-ce que c'est difficile. Moi ça m'est souvent arrivé de voir des troubles du spectre autistique. Et comme l'autisme fait encore très peur chez les familles, il faut être sûr que la famille en face est prête à recevoir cette information. Ouais. Alors, c'est très délicat. Ça m'est arrivé parfois de ne pas le dire que c'est ça. Mais je leur dis, écoutez, je pense que ce serait vraiment bien d'aller voir un neuropsy. Pas que spécialisé dans le TDAH, parce que sinon, le diagnostic de l'autisme va être chanté. Au moins qu'il y a un diagnostic et qu'il y a un bilan. Et je leur dis fortement, vous notez tout ce que vous venez de me dire, c'est très important parce que je sais très bien quels sont les items, quelles sont les informations importantes pour le diagnostic de l'autisme. Donc je les guide dans ça sans leur dire, parce que c'est pas forcément mon rôle. Bien sûr. Mais voilà. Donc oui, j'ai du public, j'ai beaucoup d'enfants. J'ai des bébés aussi que je vois dans du retard de développement, par exemple. Quand un bébé, il fait pas de 4 pattes. Il faut savoir que le 4 pattes est super important pour tout ce qui va être l'écriture et la lecture, en fait. Pourquoi ? Parce que dans le 4 pattes, tu as le rapport œil-humain, en fait, qui se crée à ce moment-là. Et qui va être très important pour justement l'écriture et la lecture, quoi.
Donc, quand il n'y a pas de 4 pattes ou que le bébé il fait pas de ramper ou voilà, que les parents se questionnent. Ouais. En plus, c'est super bien parce que comme les connexions jusqu'à l'âge de 2 ans, les connexions neurologiques sont encore en train de se faire, C'est le moment d'agir, en fait. ouais, tu peux Ouais. corriger ça en 1 ou 2 séances. Mhm. Ça va super vite. Ok. Et en plus, je donne des choses aux parents qui peuvent continuer tout seuls à faire à la maison Ouais. et ça va tout seul, quoi. Mhm. Donc, voilà. Donc, les bébés et j'ai des adultes aussi. Ouais. J'ai vu sur ton site, notamment les sportifs. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, parce que, alors, les adultes, alors pas forcément que les sportifs, les adultes qui viennent souvent, alors eux, c'est plus pour l'aspect émotionnel. Mm. Souvent parce que ils sont en burn-out ou ils sortent du burn-out. Et très souvent, il y a quelque chose au niveau un peu troubles développementaux derrière, qui n'est pas forcément diagnostiqué. Après, comme dit, je n'interviens pas dessus, mais par contre, on peut travailler ça justement en réflexe archaïque. Et après, pour l'aspect vraiment sportif, carrément, parce que tu as et le mental, il faut savoir en fait pourquoi un réflexe va s'activer. C'est parce que en fait, notre cerveau se sent en danger. Mhm. D'accord ? C'est quelque chose de, à la base, l'activation des réflexes, c'est quelque chose qui va nous sortir d'un danger imminent. Voilà. Où il y a l'aspect effectivement figement, je cours et j'attaque. Ouais. En fait. Donc, tu as ces 3 aspects-là. Donc, d'un point de vue primitif, vraiment, ça sert à ça, à sortir d'un danger. Donc, C'était utile pour les chasseurs-cueilleurs, mais plus pour nous. ouais, Quoi. exactement. C'est ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche, là. Mais oui, donc du coup, ce qui fait que quand toi, tu vas avoir un micro-stress, hop, ton réflexe, il va s'activer, en fait. D'accord ? Et quand tu es en mode sportif, en recherche de performance, tu cherches vraiment à optimiser ton corps. D'accord ? Seulement, quand tu as des sources de stress, et ben, du coup, ça va diminuer ces capacités-là. Donc, on va déjà travailler ça sur l'aspect mental, mais aussi sur le corps. D'accord ? Parce qu'en plus, il faut savoir que quand tu as des douleurs à répétition, c'est que peut-être il y a quelque chose à voir au niveau des réflexes. Okay. Et je pense surtout, par exemple, à tout ce qui est les entorses de cheville. Ah, oui, bah, j'y pensais justement. Voilà. Okay. Quand tu as des entorses de cheville à répétition, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui va se réactiver ? Il faut savoir que ça, c'est par exemple mon pied, en fait. Tu as des réflexes qui sont au niveau sous le pied. De la voûte plantaire, du coup. Ouais, exactement. Donc, si tu vas à chaque fois toucher cette zone-là, ton pied va s'activer. Donc, forcément, tu vas faire des micro-mouvements comme ça. Voilà. Et il suffit que tu aies un caillou à un moment donné, clac. Okay. Voilà. D'accord ? Donc, du coup, désensibiliser cette zone-là est super importante pour avoir une bonne rééducation derrière. Parce que tu auras beau refaire de la rééducation chez le kiné, bah, si quand tu repars courir, bah, tu te retords la cheville, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, il y a une sursollicitation sous le pied, en fait, qui fait que le réflexe, il se réactive à chaque fois. Voilà. Ok. Ouais, donc tu vois du monde défiler avec des profils très différents. Ouais. Chaque journée doit être différente, je pense. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça qui est chouette, c'est que justement, comme les réflexes agissent sur énormément de domaines, tu peux travailler beaucoup de choses, tu vois. Et même, par exemple, pour les personnes âgées, tu peux aussi travailler. Alors, ça va être plus pour améliorer la mobilité, par exemple, tout ce qui est en lien avec l'équilibre. Ou quand il y a des maladies neurodégénératives aussi, par exemple, pour tu toutes vois. les cognitions, oui. Ouais, exactement. Tu peux. Alors, ça va pas arrêter la maladie, qu'on soit clair. Mais ça peut peut-être retarder un petit peu l'évolution de la maladie. Au moins aider à mieux la vivre aussi, certainement. Ouais, surtout, par exemple, je pense à Parkinson, tu vois. Où ça peut être vraiment, vraiment intéressant de travailler ça. Ok. Ouais, super. Et donc, au global, on va dire, tu penses que c'est ce parcours, en tout cas, cette évolution, toi du paramédical au réflexe archaïque et puis ta vie de maman, ça t'a fait évoluer aussi en tant que femme Oui, bah ça c'est sûr. Comme dit,
j'avais beaucoup d'a priori avant de devenir maman, Ouais. comme tout le monde, où moi je tenais le discours de mon travail passera toujours avant mes enfants et ma famille parce que c'est là où je m'épanouis, tu vois. J'étais quand même un peu carriériste, on peut dire, Mhm. parce que j'aimais ça. Oui, Et je l'assumais complètement, hein. c'est bien. Il faut. On a le droit d'avoir de l'ambition, sans écraser les autres, hein, évidemment. Mais et puis c'est surtout que ouais, j'avais, enfin voilà, je dis de toute façon, mon enfant, il va s'adapter à mon mode de vie, quoi. Enfin, c'est pas moi qui va faire l'effort de m'adapter à lui. Et tu revois tes priorités. Et puis il y a la réalité qui te rattrape en fait, où en fait, tu t'assois sur certains principes. À un moment donné, c'est une question de survie, quoi. Ouais, mais puis Clairement. même, je veux dire, d'un autre côté aussi, au niveau émotionnel, au niveau humain, tu y as gagné aussi. Ouais, ben honnêtement, tu vois, moi je trouve que ça m'a ouvert les yeux sur vraiment le handicap. Alors, j'ai toujours été quelqu'un de très ouverte à la différence. Et Ça m'a sensibilisé, quoi. Ouais, ça m'a jamais posé de problème, tu vois. Mais je trouve que tant que tu n'es pas confronté personnellement au monde du handicap, tu ignores vraiment ce que c'est. Et je trouve que ça m'a vraiment ouvert les yeux, encore plus sur la différence, et encore plus, ça m'a renforcé sur le fait que oui, on est tous différents, mais qu'on a chacun notre place dans le monde, en fait. Et l'important, c'est que tout le monde trouve cette place. Et je pense que c'est ça vraiment qui m'anime maintenant, et qui est important pour moi, en fait. C'est très podcastique, franchement. Je te remercie. Non, mais c'est très puissant ce que tu viens de dire. Bah oui, je pense que c'est important, et d'autant plus dans notre société actuelle, en fait. C'est parce qu'on va pas se leurrer, hein, il y en a de plus en plus. Hein. Les troubles du neurodéveloppement, ça va être de plus en plus diagnostiqué. Il va falloir faire de plus en plus avec et s'adapter. Et du coup, le système scolaire, le travail, le monde du travail aussi. Hein. Oui, parce que pour l'instant, on est encore au stade de l'enfance où on aide les enfants à se développer, mais un jour, ils vont arriver dans le monde du travail et il va aussi falloir trouver une place. Ouais. Tout à fait. Super, écoute, je te remercie pour ce moment de partage dans la joie et dans l'émotion. On est passé par tout ce qui était possible et je te remercie d'avoir parlé du coup de cette pratique des réflexes archaïques qui est, je pense, inconnue encore pour pas mal de gens. Malheureusement. Voilà. Et donc, je te souhaite plein de bonheur aussi dans tes projets. Tu parlais du livre au cours du podcast, donc je pense que tu as un quotidien bien rempli. Oui, c'est vrai. Et aussi, il me semble, dans l'association Typique Atypique. Oui, c'est vrai, exactement. Oui. Du coup, j'essaye justement d'une autre manière de pousser un peu les portes et de faire connaître justement l'atypie. Tout simplement. De sensibiliser. Hein. Ouais, de sensibiliser, de faire connaître. Parce que pour moi, en fait, pourquoi les gens ont peur et sont fermés, c'est parce qu'ils ne sont pas informés. Voilà. Et donc, à travers l'association Typique Atypique, ça permet différentes choses, hein, d'avoir du temps de parole avec des parents, par exemple, mais aussi de sortir et d'aller dans d'autres endroits pour expliquer justement ce que c'est, qu'est-ce que ça implique au quotidien, de manière simple. Voilà, sans jargon médical et toujours avec des choses concrètes parce que pour moi, c'est important d'apporter des solutions pour le concret, pour la maison, en fait. Voilà. Oui, parce que on passe beaucoup par le jargon, c'est pas accessible forcément, et donc c'est important de venir presque vulgariser Complètement. Pour que les gens puissent se rendre compte de tout ça. Ouais, complètement. Parce que à l'heure actuelle, tu as beaucoup de livres qui expliquent, par exemple, qu'est-ce que c'est le TDAH, qu'est-ce que c'est les troubles 10. Ok, c'est bien. Mais moi, dans mon quotidien, qui c'est qui va m'aider parce que mon fils, il veut pas se brosser les dents parce qu'il dit que ça lui fait mal, ou parce que la douche, il aime pas ça.
Ben oui, mais en fait, il y a une raison en fait à ça. Et il y a des outils pour ça. Voilà. Et c'est là où il y a un manque, c'est que les professionnels ne te donnent pas ces outils-là. Ne t'en forment pas et ne les donnent pas. Donc j'essaye de pallier à ça justement. Super, merci beaucoup. On arrive à la fin de l'épisode, malheureusement. On aurait pu encore discuter une bonne heure, je pense. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir dans Kif Sadik. Bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Merci.